Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Canap by Excelsior. Aujourd'hui, quel plaisir d'accueillir Guillaume Houbèche. Comment tu vas, Guillaume? Ça va super et toi Eh Clément? ben, ça va super. En tout cas, merci infiniment de ta présence. Tu es le CEO de Lemlist, c'est bien ça? C'est ça. Cool. Voilà, on va aborder énormément de sujets. On va tourner un petit peu cette interview sur voilà, un format dans la tête d'eux, parce qu'on a vraiment envie de comprendre comment tu fonctionnes, comment tu fais tes choix. On va parler bien sûr de l'actualité de l'Emlist, etc., des levées de fonds, etc. Forcément. Et forcément, on va s'intéresser aussi à ton parcours d'entrepreneur. Donc, énormément de sujets qui nous attendent. C'est parti. Lucille, tu peux envoyer le jingle. Donc du coup, Guillaume, on a l'habitude de démarrer ces interviews par le CV de l'invité. Qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais? À nouveau le jingle. Ouais, donc comme tu as dit, je m'appelle Guillaume Houbèche. Je suis né à Paris. Ok. D'abord, je suis de formation ingénieur chimiste. Mhm. Donc mes parents ont grandi à la campagne, ils n'ont pas du tout fait d'études. Et pour eux, du coup, c'était super important que j'étudie les sciences parce qu'ils se disaient qu'avec ça, j'aurais C'était un sciences bon de diplôme. travail, Voilà, c'est etc. ça. Ouais, ok. Et que j'allais avoir une bonne situation. Sauf que moi, j'ai toujours été passionné par le business depuis que je suis petit, mais pour eux, Ok. c'était pas vraiment un métier. Donc une fois que j'ai eu mon diplôme d'ingé, je suis parti faire du marketing en école de commerce. D'accord. En parallèle de mes études, du coup, j'avais monté une boîte de t-shirts avec mon père, qui était un véritable échec. Là, tu avais quel âge justement? Parce que c'est vrai que là, on attaque Ouais, direct, on mais attaque direct. tu démarres. C'est quoi le réflexe de te dire je vais monter une boîte de t-shirts avec mon père? T'as quel âge? Ouais, alors en gros, ce qui s'est passé, c'est que entre mon diplôme d'ingé et mon diplôme en école de commerce, je suis parti voyager pendant un an autour du monde. Ouais. En fait, j'avais jamais pu voyager avec ma famille. Et du coup, j'ai toujours travaillé en parallèle de mes études. Donc, toi, j'ai donné des cours en médecine. J'ai été babysitter pendant 5 ans pour une famille. J'ai été vendeur aux Galeries Lafayette. Bref, j'ai un peu tout fait. Ouais. Je m'étais fait pas mal d'argent que je mettais de côté pour justement un gros voyage. Et je suis parti en tour du monde avec mon meilleur pote. Mais Ok. comme on n'avait pas encore assez de thunes, on s'est dit, bah vas-y, on va utiliser les réseaux sociaux pour se Ouais. loger gratuitement chez les gens. Et du coup, pendant un an, on a voyagé comme ça autour du monde. Excellent. Donc c'est même pas pendant le cadre de tes études là pour le coup, Non, c'est un projet ouais, ça c'était un off. projet à part. Ok. Et du coup, pendant ce moment-là, je me suis rendu compte que ce qui m'importait le plus, c'était ma liberté. Et je me suis dit, pour être vraiment libre, il faut que je crée un business quand je rentre en fait. Parce Ok. qu'il n'y a que quand tu crées ton business que tu peux créer tes propres règles et Ouais. faire Tes vraiment ce que tu as propres envie. décisions. Ouais, c'est ça. Ok, ça Et donc, marche. du coup, je me suis dit ça. Et donc, quand je suis rentré, je me suis dit, bah, ok, je suis en école de commerce. Autant essayer d'appliquer tout ce que j'apprends pour lancer un business. Mhm. Donc, j'ai commencé à faire ça avec mon père parce que mon père, il faisait un peu de sérigraphie. Ok, Donc, il pouvait imprimer sur des tissus, des textiles. Donc, on a commencé à faire des t-shirts ensemble. ça roule. Et dans ma tête, j'étais persuadé que, tu sais, qu'en mettant un site en ligne, ça allait Ça être, y est, ça allait être c'est bon, l'explosion. quoi, tu vois. Ok, Donc, j'avais créé une première communauté d'ailleurs autour de Paris, parce que la marque tournait un peu autour de Paris. Et j'étais persuadé qu'avec cette communauté, j'allais avoir du trafic sur le site, tout ça. Mais en vrai, on a fait genre 6 ventes au moment du lancement. Et du coup, toute ok. ma stratégie que j'avais prévue, tu vois, Aïe, aïe, pendant aïe. quelques mois où c'était en mode le lancement, c'est des milliers de ventes. Après le lancement, du coup, il va y avoir du bouche à oreille. Enfin, tu vois, toutes les erreurs, Tout vole quoi. un peu en éclats à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Et là, genre, tous mes rêves se brisent. Et puis, tu as ce côté où mon père, ça n'a jamais été un businessman, ça a toujours été le créatif un peu de la famille. Donc, lui, il s'attendait à ce que ça soit moi qui réussisse à driver le business. Et donc, moi, j'avais un peu cette honte aussi, tu vois, de ne pas être à la hauteur. Donc, la décision, ça a été petit à petit, moi, de me détacher du projet et de dire que j'avais beaucoup de taf à l'école pour avoir mon master, que c'était un peu Ok. compliqué. Donc là, le projet, Et c'est au bout de combien de temps, effectivement, que tu commences à te dire que En ça gros, bat un peu de l'aile? en gros, on le lance. En gros, de l'idée à la création et au lancement du site, il y a peut-être ouais, 3 mois et demi. Ok. On fait toutes les erreurs, c'est-à-dire qu'on crée une boîte sans avoir fait de l'argent. Ensuite, on fait beaucoup de stocks de t-shirts parce qu'on se dit qu'il va y avoir. Donc moi, je mets la pression Beaucoup à de mon ventes, père ouais, pour qu'il fasse les beaucoup stocks. d'investissements en amont en plus, du Ouais, coup. c'est ça, tu vois. Donc c'était pas énorme parce que c'est des t-shirts. Donc tu vois, on a Ouais, investi peut-être 1500 euros. Mais quand même, tu vois, c'était notre argent et pour bien nous, sûr. ça correspondait à quand même pas mal d'argent. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, à ce moment-là, on se dit, vas-y, faut vendre.
Après, le fait est que on a 6 ventes, mais que mon père, parce que du fait qu'il il est fait pas mal, lui, il est graphiste, donc il a bossé pour quelques hôtels et tout, on leur montre un peu les t-shirts et on arrive à vendre tout notre stock à un hôtel parce que les t-shirts sont ultra quali et qu'ils se disent pour leurs guests un peu premium, ça passe. Donc au final, on arrive à pas perdre À d'argent. l'équilibre, on va dire. Ouais, on fait un petit peu de profit, mais quand tu fermes une boîte en France, il faut dépenser pas mal de thunes. Ça, c'est bon à savoir, tu vois. Ouais, Moi, je le savais pas du tout, tu vois. Pour moi, tu fermes ta boîte, c'est fini. Bah non, tu vois, faut fermer ton compte bancaire. Tu as des frais aussi quand tu vas au tribunal de commerce, etc. Enfin bon, Ouais, bref, donc c'est tout un mis peu. bout à bout, finalement, Ouais, t'es juste à on l'équilibre. doit être quoi, à 0, voire on a perdu un petit peu de cash. D'accord. Donc ça, c'était un peu difficile et surtout que ça prend beaucoup de temps pour fermer ta boîte et tout. Ça marche. Donc en gros, pas du tout la bonne façon de fonctionner. Et à ce moment-là, j'ai un autre pote de promo qui me dit, bah écoute, moi, je lance une agence qui aide les gens à trouver leurs clients. Sachant que moi, je savais pas trouver des clients, je me suis dit, bah forcément, je vois le problème, Ouais, tu vois. ouais, c'est clair. Et du coup, on commence à se lancer. Et là, il me parle de B2B, chose que je connais pas du tout. Donc il me dit, ouais, c'est du business, qui font des business, enfin, tu fais du business avec d'autres business. Je suis là, oui, bon, ça veut rien dire. Et il me dit, non, mais en fait, voilà, les entreprises ont besoin de services et toi, tu peux leur vendre. Et du fait que ça soit des entreprises, bah, généralement, les budgets sont plus élevés, tu Ouais. peux marger Au départ, dans beaucoup ton plus. approche, toi, tu étais très B2C. Quoi. Ah C'est ouais, un pour moi, client c'est ça, final en fait. consomme un produit. Quoi, Bah du ouais, coup. moi, pour moi, le business, il y a que ça, en fait, qui existe. Tu vois, alors les entreprises, c'est un truc auquel je pense pas du tout. Ouais, complètement. Et du coup, il m'explique ça et il me dit, bah, go, tu vois, je suis chaud pour que tu rejoignes l'aventure. Donc, on cofonde ça ensemble et très rapidement, en fait, je commence à faire de l'argent où je vends des campagnes de prospection à des clients Ouais. sans jamais avoir fait de prospection, en fait. Donc, quand tu dis campagne de prospection, là, on n'est pas encore chez Lemlist, c'est Non. une autre boîte. Hein. Ouais, là, c'est une d'accord. agence. Donc, une en agence, gros, ouais. le but, c'est typiquement, bah, tu vois, genre, toi, tu aides les startups à recruter. Ouais. Et ben, tu vas essayer de trouver des startups qui sont en phase de recrutement, qui sont en hyper croissance. Mhm. Mais moi, ce que je te dirais, c'est, écoute, Clément, genre, tous les mois, je te pose 10 rendez-vous avec des prospects ultra qualifiés. Ouais, On d'accord. définit ensemble ta cible. Et toi, tu me payes tant. Et donc, toi, tu es content, tu as tes rendez-vous. Et moi, je Ouais, fais bien ta sûr. prospection pour toi. Ça marche. Et donc, on lance ça et ça commence à bien marcher. On commence à faire du cash. Et là, je me dis, putain, mais ça y est, en fait. C'est ça la liberté, tu vois. J'arrive à facturer, j'arrive à faire du cash. Donc, on part Trop bien. là-dessus. Ok, ça marche. Ça dure combien de temps Ça, en gros, ça dure. Moi, je reste dedans pendant, en gros, 8-10 mois. Où, pendant cette phase-là, je me rends compte qu'il y a énormément d'outils qu'on utilise sur le marché pour faire la prospection qui vendent un peu ce côté mettez votre prospection en autopilote. Alors que dans les faits, la prospection, c'est pas du tout à propos de ça, c'est à propos de création de relations humaines. Ouais, Donc, ouais. il faut personnaliser. Et là, je me dis, il y a une opportunité marché, même si en vrai, il y a des milliers d'outils. Ouais. Je me dis, il y a une opportunité marché. Et je rencontre à Station F 2 frères qui sont ultra brillants en tech, un peu plus âgés que moi. Et je leur dis, les gars, genre, je pense qu'on peut faire un truc. Ils sont chauds. Et en janvier 2018, Là, vous vous on se lance. associez, du coup, en janvier 2018. Ouais. Et on est au début de Lemlist. Et on est au début de Lemlist. Ok, alors raconte-moi un peu les premiers mois, le développement de la boîte, comment tout ça se passe. Premier mois, c'est assez difficile parce que du coup, mes deux associés, eux, sont en mode on va te sortir une bêta et maintenant c'est à toi de la vendre. Ouais. La bêta est dégueulasse. On est Ok. dans un milieu qui est ultra concurrentiel, donc tout le monde s'attend à quelque chose d'exceptionnel. Bêta dégueulasse, tu parles en termes De produit, quoi. Ok, ça marche. Le produit a Peu de des fonctionnalités très basiques. Ok. L'interface est pas jolie. Enfin, tu vois, c'est Ouais. vraiment. Ils ont bossé dessus pendant 3 semaines et ils m'ont dit Guillaume, faut le vendre, quoi. Et Mais au moins, je pense qu'ils avaient peut-être la bonne approche, tu vois, de ils tester avaient une rapidement. super approche. Ouais, de tester rapidement à ton audience finalement. C'est la meilleure approche, mais Ouais. toi, tu es totalement en dehors de ta zone de confort. Ouais, c'est clair. Parce que tu montes quelque chose dont tu n'es pas ultra fier, tu as un peu honte, tu reçois des trucs dans. Enfin, c'est dur, quoi, tu vois. Clairement, ouais. Et, mais on lance sur Product Hunt. Et là, du coup, on arrive premier. Sachant que sur Product Hunt, tu as toujours des gens qui passent des mois avant de préparer le lancement. Ouais. Nous, on l'a fait en 24 heures. Et on s'est dit, on lance, on verra bien. Ouais, ok. Et là, on se commence à avoir plein de boîtes de la Silicon Valley, genre des top boîtes, qui commencent à créer des comptes chez nous, mais qui restent pas parce que le produit est nul, tu vois. Et donc là, je me dis, dans tous les cas, le marketing qu'on a et notre différenciateur qui est de dire, on veut pousser la personnalisation avec notamment des vidéos, avec des images personnalisées et avec surtout une plateforme qui t'aide globalement dans l'interface à personnaliser beaucoup plus, Ouais. ben on voit que ça prend avec beaucoup de gens, tu vois. Et donc là, on se dit, OK, on tient quelque chose. Et en fait, petit à petit, je commence à vraiment
sais, il y a cette citation, ce dicton plutôt aux États-Unis où c'est Eat your own dog food, tu vois. Donc, mange un peu ce que tu fais, quoi, tu vois. Et donc, du coup, nous, comme moi, j'utilise mon outil à fond, vu que je savais faire de la prospection, j'avais fait ça pendant 8 mois pour des dizaines de clients partout dans le monde. Ouais. Bah, je fais ça avec l'outil. Et là, je commence à prospecter. J'arrive en rendez-vous avec des gens et à chaque fois, je leur dis, bah, vous voyez, en fait, l'outil que j'ai utilisé pour qu'on ait ce meeting, c'est Lemlist. Ouais. Et Donc vous là, pouvez faire la forcément, même c'est chose très avec concret, votre client. quoi. Ouais, exactement. Tu vois. Ok, assez ouf. On donne quelques chiffres aujourd'hui. Enfin, tu me Ouais. parlais en préparant l'émission, justement, là, vous allez faire x3, x4 Ouais, c'est de ça. croissance. Annuel, vous êtes ouais. sur un rythme explosif, quoi, Ouais, du coup. c'est ça. Donc, croissance exponentielle, plus de 10 000 entreprises clientes partout dans le monde. Donc, on est présent dans plus de 85 pays. Ouais, Et on a dépassé les 10 millions d'ARR ouais. sans lever 1 euro. Et on a commencé la boîte avec 1024 euros. Pourquoi De 1024? capital, Ouais, c'est ça? c'est ça. Et Ouais. c'est le seul argent qu'on a investi dans la Pourquoi boîte. 1024 euros? Bah, les devs, ils C'était kiffent les- les puissances de 2, tu sais. Ah. Donc, en vrai, il fallait que ça soit une puissance de 2. Ok, Ouais. c'était pas ce qui vous restait sur le compte, tu sais, Non. vas-y, je solde de tout. Non, même pas, même pas. Ok, ça marche. Mm. Non, c'est assez dingue. Alors, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur, sur l'actualité. En début d'année, tu as refusé, enfin, vous avez refusé Ouais. une grosse levée de fonds de 30 Ouais. millions d'euros. On est en mars Ouais. de cette année, Ouais, 2021. 2021, ouais. Ouais. Et finalement, Ouais. il y a quand même une histoire de levée. Mais Ouais. après, est-ce que tu peux expliquer un peu? Ouais, bien sûr. Alors, en gros, l'année dernière, en 2020, fin 2020, je lance une chaîne YouTube où mon objectif, c'est… donc j'ai toujours… Moi, j'adore aider les gens, tu vois, de façon générale. Donc, je passais beaucoup de temps à faire des calls de networking, etc. Mais je me suis rendu compte que les gens me posaient souvent les mêmes questions. Donc, je me suis dit, OK, je vais lancer une chaîne YouTube où, genre, toutes les questions récurrentes. Ouais, toutes les questions récurrentes, bah, je vais y répondre et je vais commencer à partager des tips pour qu'en fait, ça puisse toucher plus de personnes parce que concrètement, mon temps, il n'est pas extensible, donc je peux pas faire autant de meetings que j'aimerais. Et donc, petit à petit, il y avait tout le temps des gens qui revenaient sur la levée de fonds, etc. Et quand on regardait les médias, on voyait que, et moi le premier, hein, quand j'ai lancé la liste, c'était si tu veux être successful et être en hyper croissance, il faut lever des fonds. Ouais, pour qu'on parle de toi. Pour qu'on parle de toi, tu ouais. vois. Sauf qu'avec Lemlist, on est en hyper croissance, on fait beaucoup plus de cash que des boîtes qui ont levé des centaines de millions parfois. Ouais. Et on est là, on fait, mais ok, genre juste nous, on n'entendra jamais parler de nous, tu vois. Et en fait, je me dis, ça me saoule aussi parce que quand tu regardes qui lève des fonds aujourd'hui, bah en fait, c'est toujours les mêmes personnes, tu vois. Il faut être un homme blanc, potentiellement qui a fait une grande école, enfin. Et moi, tu vois, je fit bien dans ce profil. Et je trouve ça un peu dommage parce que tu vois, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la richesse. Quoi, du coup. Ouais, c'est un stéréotype. Et après, tu vois, ce qui est dommage, c'est bah, moi, en gros, j'ai grandi, tu vois, j'ai fait 15 ans de basket à la Goutte d'Or. Donc, j'ai grandi dans un milieu qui est quand même assez mixte. Pour ceux qui connaissent un peu la Goutte d'Or, voilà, c'est assez mélangé. Et donc, du coup, tu vois, genre, je sais que c'est pas tes études qui déterminent qui tu es, ni ce que tu vas faire. Que la diversité, c'est ce qui apporte énormément dans la société. Et pour les boîtes, c'est exactement la même chose. Et pour ça, aujourd'hui, quand tu regardes les startups, il n'y a pas du tout ça, tu vois. Et donc, moi, ce que je me suis dit, c'est OK, puisque de toute façon, je ne peux pas changer ce que les fonds font au jour le jour, au moins, je peux peut-être changer la vision du succès qu'on a en France, tu vois, et qu'on associe trop souvent avec les levées de fonds. Donc là, tu as balancé un énorme pavé dans la mare. Voilà, donc là, je balance un énorme pavé dans la mare. Donc, en gros, on documente tout sur la chaîne YouTube, les différentes étapes. Je ne savais pas si on allait recevoir ou non des offres de fonds d'investissement, parce qu'on a annoncé publiquement qu'on allait lever. Et quand on reçoit les offres, là, je dis non. On dit non à ces offres et j'explique pourquoi, tu vois. Sachant que tu as 99 personnes sur 100 qui auraient accepté qui auraient accepté. offres qui vous ont été faites. Ouais, bah oui, clairement. Ouais, okay, parce que c'est beaucoup d'argent. Bah, tu ouais. vois, on nous offre 30 millions. C'est un truc assez énorme. Et, il y avait un cash out en plus. Ouais, dedans, il y avait un cash out. Mais en ouais. fait, nous, l'objectif, c'était de montrer qu'en fait, si, surtout dans le digital, et donc le digital, tu peux tout apprendre en ligne. Donc, à partir du moment où tu as un ordinateur et une connexion Internet, tu peux apprendre ce que moi j'ai appris, parce que je ne l'ai pas appris en étant âgé ni en école de commerce. Ouais. Et en gros, qu'avec ça, en fait, tu peux lancer un business rentable, tu peux faire de l'argent en ligne et tu peux commencer à grossir et développer, tu vois. Et moi, ce que je voulais montrer, c'est qu'avec peu, en fait, tu es forcé d'être plus créatif, mais au moins, tu te concentres sur le nécessaire, c'est-à-dire tes clients, des gens à qui tu dois apporter de la valeur. Et en fait, tout ça, c'est ce qui t'aide au fur et à mesure à construire un business rentable. Et quand tu as un business rentable, en fait, tu es maître de ton destin. Bien sûr. Et donc, moins la pression des investisseurs aussi. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et donc, pour moi, c'est important d'envoyer ce message et donc de montrer qu'il y a d'autres
définition du succès possible. Mais à côté de ça, une fois de plus, je le dis, je suis pas contre les levées de fonds. Ouais, elles ont leur utilité. Elles ont leur utilité. T'as plein de cas. Ouais, c'est ça. Pour plein de boîtes, c'est nécessaire. Ouais. Pour plein de boîtes, c'est cool parce que eux, ça leur permet parfois d'accélérer. Je pense que il faut le faire au bon moment si tu dois le faire parce que forcément, il faut savoir se structurer. Le recrutement, toi, tu es spécialiste là-dedans, tu sais que c'est pas quelque chose de facile. Et la plupart des gens, tu vois, se trompent quand ils scalent rapidement avec le recrutement. Donc, c'est dur, tu vois. Et là, du coup, quelques mois plus tard, arrive d'autres choses, c'est-à-dire qu'on est toujours en hyper-croissance. Moi, je documente tout en fait de façon très transparente, donc tous nos chiffres qui sont annoncés assez régulièrement de façon transparente. Je prône un peu la transparence. Ouais, c'est super important. Okay. Pourquoi je le fais en fait, et je t'avoue que c'est vraiment ultra personnel, mais c'est juste que ce qui m'a donné l'envie de me lancer dans le SaaS, donc dans le software, c'est parce que j'ai lu un article d'un mec qui avait écrit sur comment il avait eu ses 100 premiers clients et qu'il arrivait à faire tant de cash. Ouais. Et je voyais le truc et je voyais qu'il partageait tout de façon ultra transparente. Ouais, c'est ça. C'est une question que je voulais te poser. Ouais. Comment tu as décidé d'arriver dans ce business? Alors après, tu y es arrivé, tu me l'as expliqué, mais on est direct sur un business qui génère beaucoup de cash, c'est ça? Alors que tu aurais pu faire des business avec des charges beaucoup plus élevées, etc., qui nécessitent beaucoup plus d'investissement. Au final, tu t'es tout de suite un peu retrouvé dans un business qui te correspondait bien, quoi. Et ça, c'est parce que tu as lu un article? Ouais, je suis tombé, en fait, le truc, c'est que j'utilisais des produits SaaS et en fait, quand je regardais, je voyais la marge qu'ils faisaient parce que clairement, un coût de serveur, c'est pas énorme. Ouais. Et je me disais, putain, mais c'est ouf, en fait. Et en plus, tu as un abonnement. Donc, tu as une récurrence qui est super rassurant, tu vois, parce que si tu maîtrises bien tes coûts, en fait, t'as pas de besoin en fond de roulement, tu vois. Enfin, c'est tranquille, tout est absorbé. Enfin, tu vois. T'as pas de mauvaise surprise. Ouais. Et ça, tu vois, quand tu montes une boîte, c'est toujours un stress de te dire, quand j'avais l'agence, c'était un peu ça. Si on n'a pas de client le mois prochain, ouais, c'est ça. T'es là, tu dis, bah merde. Donc, tu fais des contrats plus longs, tu arrives à t'en sortir un peu différemment. Mais là, avec le SaaS, c'est ultra rassurant. Et du coup, je voyais ça et je suis tombé sur un article où le mec détaillait un petit peu tout. Et là, je me suis dit, bah vas-y, go, on fait ça. Et donc, plus les milestones avancent et plus on a de fonds qui nous contactent toutes les semaines, tous les jours, etc., etc. Et là, il y a un moment où, en fait, au moment du refus de la levée de fonds, en fait, le secondaire, c'est un truc dont on parle jamais. C'est-à-dire que les levées de fonds, on pense que c'est de l'argent qui va directement dans l'entreprise, donc qui fait une augmentation de capital. Et c'est le cas dans 99,999% des cas, tu vois. D'accord. Parce que les investisseurs, en fait, ce qu'ils disent, c'est que l'argent que tu lèves, il est censé aller à la boîte, vu que l'objectif, c'est de faire scale la boîte. Voilà, donc d'augmenter à fond la croissance, de tout réinvestir, tu vois. Et ça, c'est une stratégie qui est cool pour les fonds parce que du coup, bah, leur argent va directement dans la boîte, donc ils savent que techniquement, c'est du carburant pour faire décoller la fusée. Sauf que dans les faits, le fondateur, il cède quand même des parts et du capital de sa boîte. Donc pour moi, c'est pas forcément logique, tu vois, qu'il récupère rien. Ouais. Et en fait, ce que j'ai vu, et je peux t'en citer pas mal, mais bon, je vais pas citer de nom pour pas afficher les gens, mais des boîtes qui ont levé des centaines de millions en France ou des fondateurs, ils ont un petit salaire parce que les fonds, bah, ils leur disent non, tu t'augmentes pas et donc ils ont peur de s'augmenter. Ils deviennent majoritaires, donc du coup, effectivement, le fondateur… le fondateur a rien et à côté de ça, le fondateur fait pas de cash out, donc prend pas de cash en perso. Et supporte quand même malgré tout tous les risques. Ouais, exactement. Et c'est lui qui supporte tous les risques parce que tu vois, il a la pression, c'est sa vie, c'est son temps, etc. Et donc, c'est un peu chaud, tu vois. Et sauf que là, quand on a commencé à avoir des différentes offres en janvier, en mars, on a eu une offre où, comme tu disais, il y avait du cash out. Et c'est là où j'ai un peu découvert ça. J'ai découvert que c'était possible de prendre du cash en perso. Et là, je me suis dit, putain, c'est ouf et tout. Après, pour moi, ce qui est super important, c'est de montrer qu'on peut faire une licorne sans avoir à lever de fonds. Et donc, je voulais garder dans cette ligne. Mais par contre, je me dis, les gars, on a 100% de la boîte. Peut-être qu'on pourrait vendre 20%. Tu as une notion du risque après, j'imagine. Ouais, c'est ça. Pour dérisquer. 100%. Bah ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, plus tu grossis, plus tu as, toi, en tant que perso, tous tes œufs dans le même panier, tu vois. Et plus la valorisation de ta boîte, elle est élevée, donc ça te met quand même un peu de pression de te dire, putain, j'ai une boîte qui vaut autant, mais moi, j'ai pris 0 argent, tu vois, dessus. Enfin, j'ai pris évidemment un bon salaire, des dividendes, etc. Tu fais pas ça non plus pour la gloire, évidemment. Ouais, il y a un moment où tu as besoin de te développer. C'est sûr. Forcément. Et là, du coup, je dis à mes associés, est-ce que vous avez envie de dérisquer un peu? C'est-à-dire qu'on fait pas de levée de fonds, donc on va pas faire d'augmentation de capital, mais on va vendre une partie de la boîte à des gens avec qui on s'entend potentiellement bien. Ouais, vous sécurisez aussi par rapport à la réussite que vous avez depuis quelques années. Exactement. Et du coup, là, on commence à discuter et en gros, un mois et demi, 2 mois, le deal était fait et on prenait 30 millions, donc à 3. 10 chacun. Voilà. Et on dérisquait et surtout, on l'a fait avec, en vrai, un fonds, on va appeler ça un fonds, mais
des gens avec qui on s'entend ultra bien, Ouais, qui nous ouais, ouais. challenge et qui connaissent ultra bien le milieu. Ok. Donc ça, c'est cool. Très bien, incroyable. Justement, alors là, on parle de l'Emlist. On va continuer un petit peu sur cette perspective-là. Est-ce que tu aurais 3 conseils à nous donner pour automatiser ta prospection? Ouais, bien sûr. Donc déjà, il y a plusieurs choses qui sont ultra importantes quand tu fais ta prospection. Mm. La première, c'est la partie la plus chiante, mais commençons par ça. C'est la partie technique. Ouais. Pour qu'un mail ou un message soit lu, il faut qu'il arrive dans la boîte, dans l'inbox de la personne. Pour ça, il y a une partie technique qui est ultra importante. Donc, bien être sûr d'avoir chauffé son domaine. Donc, pour Ok. ça, il y a des outils de warm-up ou même dans l'Emlist, on a un système qui te permet de booster ta délivrabilité. Donc, ça te D'accord. permet d'être sûr d'arriver dans l'inbox. Ouais. Parce que la plupart du temps, tu peux arriver dans les spams. Ouais, Quand c'est on ça. fait de la prospection, Quand tu fais de la prospection en masse, tu vois, si tu envoies tous tes messages en même temps, genre à une heure précise, etc., Ouais. ça ajoute en fait beaucoup de conditions qui vont faire que tu vas terminer en spam. Ok. Donc les messages, faut les envoyer les uns après les autres. Faut être sûr d'avoir fait tout son setup technique. Donc bien être sûr d'avoir mis son SPF, son DKIM, un custom tracking domain. Donc D'accord. pas mal de choses Là, qui tu te… m'as parlé chinois, mais ouais, on est dans la tech, quoi. Une partie Ouais, technique, voilà, ouais. première partie technique, importante de checker ça. Ouais. Pour ceux qui sont intéressés, on a tout sur notre blog aussi des articles là-dessus. Ensuite, c'est la partie du copywriting. Mhm. Il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qui va faire en sorte que je puisse capter l'attention de la personne? Donc, il y a 2 choses que les gens voient quand ils reçoivent ton mail. C'est ton objet et aussi ta première ligne, en fait. Donc, pour ça, l'objet, tu as 2 choix. Soit tu fais un objet qui est assez court et informel. Ouais. Donc, typiquement, café, point d'interrogation, lunch, point d'interrogation ou déj, peu importe. Ouais. Soit sinon, tu fais un objet qui est très spécifique et qui peut être un petit peu plus long. Donc, par exemple, ça peut être même une phrase, tu vois. J'ai vu ton interview avec Clément sur Excellior, tu vois. Un truc comme ça. D'accord, ça marche. Ou ton interview Canap. Et là, d'un coup, tu vois, bah oui, c'est très précis et ça me parle et j'ai envie de répondre. Et ensuite, la première phrase d'accroche, qui est la plus importante, la plupart des gens, quand ils font de la prospection, ils se présentent. Bonjour, je m'appelle Guillaume de Carglass. En fait, tu as envie de dire, mais On s'en fout, on non? s'en fout. C'est ça, ouais. On s'en fout parce qu'aujourd'hui, tu vois, quand tu as le mail de la personne, tu as son nom et son prénom et tu sais la boîte dans laquelle il travaille. Donc, en vrai, tu as accès à une ligne, en fait. Ouais, tu as son profil LinkedIn et tout. Et en plus, comme toutes les personnes qui prospectent se présentent, tu sais par définition que quand le mec se présente, c'est un message de prospection et donc tu as envie de le jarter. Donc, tu n'as même pas envie de le lire, tu vois. Ok. Alors que le but en fait de la prospection, c'est avant tout de créer de la relation. Le but d'un email de prospection, c'est pas de vendre. Donc pour créer une relation, ben, moi je fais souvent le parallèle en soirée, quoi. Si tu as un mec qui vient te voir et qui te raconte sa vie sans te poser une seule question, tu vas te dire ce mec il est relou, tu vois. Ouais, Alors que si c'est un mec, tu vois, qui vient te voir et qui te dit ah putain mais c'est ouf, j'ai vu que tu bossais chez Excellior, bah, trop drôle, je connais Lucille au marketing qui fait des vidéos de ouf, machin. Il est bon, hein. Il a déjà tous les prénoms et tout. Et ben d'un coup, bah tu vois, tu te dis ah bah cool, enfin, t'as envie de lire la suite, tu vois. Et après l'idée c'est de toujours trouver et de répondre à la question what's in it for me, tu vois. Donc qu'est-ce que je vais gagner à répondre à ton message. Besoin, ouais, c'est ça. Okay. Et donc en général, pour ça, tu as plusieurs choses qui marchent bien. Donc c'est essayer de faire en sorte d'apporter de la valeur. Donc typiquement, tu vois, moi je pourrais te contacter et te dire voilà, j'ai vu ton interview Canap, je trouve que le format est génial et ce que vous faites avec Excellior, c'est top. D'ailleurs, je parle en ce moment avec quelques cabinets recrutement dans la tech aux US. Ils ont mis en place des techniques de prospection qui sont assez folles. Si tu es chaud pour échanger 15 minutes sur eux, ce qu'ils font et ce qui marche bien, et peut-être toi, si tu as des tips aussi, ça pourrait être cool. Et dans tous les cas, ça fait un bon call de networking et clairement, au plaisir d'en apprendre plus, tu vois. Bah, toi, tu te dis, putain, stylé, il y a des boîtes qui font ci, ça, ça. C'est personnalisé, c'est pertinent. Et d'un coup, tu te dis, ouais, ça me coûte rien, c'est 15-20 minutes où on va partager des tips. Au pire, j'apprends quelque chose et voilà, quoi, tu vois. Et donc, le mail, pas trop long? Ouais, la taille, en fait, ça dépend, tu vois, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir cette personnalisation, d'avoir un call to action aussi qui est précis. Donc, un appel à l'action, c'est-à-dire, au lieu de lui dire « Serais-tu disponible la semaine prochaine ?» bah, tu lui dis « Est-ce que tu es dispo jeudi à 14h ou mercredi à 17h ?» Ok, bon, là, on est dans les best practices. D'ailleurs, on a reçu la reine du copywriting, Nina Ramen, chez Canap la semaine dernière. Salut Nina, si tu nous regardes. Est-ce que tu as 3 conseils pour booster ta productivité? Ouais, pour booster la productivité, je pense que la première règle, c'est déjà de bien se connaître parce que tu as plein de gens, tu vois, typiquement, qui vont te dire tu peux pas faire de multitasking, il faut que tu te mettes des créneaux dans ton agenda, etc. etc. Pour moi, en fait, la vraie règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Typiquement, moi, j'adore écrire des articles, répondre à mes mails, répondre à des messages sur Slack,
je fais 1000 trucs en même temps et c'est comme ça que mon cerveau fonctionne. Ok. C'est-à-dire que quand j'ai plus l'inspiration ou tu vois que je suis un peu bloqué sur une partie, ben, en fait, je vais faire d'autres choses qui vont me redonner l'inspi et je vais switcher de task. Enfin, tu vois, en général, je fais 4 tâches en même temps, quoi. Et pour moi, tu vois, c'est ce qui m'aide. Mais pour certaines personnes, ils ont besoin d'être juste monotask et d'être focus. Donc, faut ça, pas c'est s'enfermer dans un schéma voilà. organisationnel entre Voilà, guillemets. ne pas s'enfermer. Ouais. Ensuite, un autre point qui est utile, c'est documenter. Et ça, peu importe ce que tu fais, documenter, c'est ultra utile. D'accord. Donc, ça veut dire être bien organisé dans un Notion. Donc, tout ce que tu fais, tout ce que tu apprends, le noter. Et aussi, documenter dans le sens où tu peux écrire des posts LinkedIn, écrire des articles. Tout ça, en fait, ça t'aide vachement parce que c'est ultra important de toujours regarder ce que tu as fait dans le passé pour mieux te projeter dans le futur. Et une des raisons, tu vois, pour lesquelles j'adore écrire mes articles sur, tu vois, comment on est passé, je sais pas, quand on a commencé, c'était de 0 à 250K, ensuite de 0 à 1 Il y a eu million. des paliers, quoi. Voilà. Ouais. En fait, tout ça, ça me permet de dire, OK, qu'est-ce qui a vraiment fonctionné? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelles étaient mes erreurs? Et en fait, une fois que tu le mets sur le papier où tu te dis, putain, j'ai vraiment été con là, bah, au moins, tu es sûr que tu ne referas pas la même chose. Ouais, tu ancres le truc, on va dire. Exactement. Et ça, c'est ultra utile. Et peu importe que tu sois CEO, que tu bosses en market, en sales ou quoi, tu apprends tout le temps en fait. Et plus tu apprends et plus tu le mets par écrit, plus ça t'aide pour la suite à être productif. Et ça t'aide aussi dans le copywriting en général. Plus exactement. t'écris, Nina nous disait, à un moment donné, faut se lancer, quoi. Ouais, Faut écrire, ça. faut y aller. Et peu importe si tu fais des fautes d'orthographe, peu importe si. Ouais, faut y aller. Voilà, tout n'est pas parfait. Un dernier conseil, on était à 2, je crois. On était à 2. On était à 2. Et ouais, le dernier conseil, je dirais, bah, c'est toujours de garder des process. Tu vois, plus que juste de documenter, mais de se faire des process que tu suis et de créer des routines. Donc, tu vois, les routines, ça peut être savoir quand est-ce que tu es productif. Parce qu'en vrai, on n'est pas productif toute la journée, tu vois. Si tu as besoin de faire une sieste, fais une sieste. Et fais un peu à ta sauce, quoi. Je pense que ça, c'est important. Ça, c'est ton modèle. Ouais. Fais à ta sauce. Ok, ça marche. Alors justement, tu parlais de routine. On va changer un petit peu de format. On va basculer dans ta tête maintenant, Guillaume. Aïe. Le matin, quand tu te réveilles, c'est quoi la première phrase que tu te dis? Alors, je vais pas te demander perso. À la limite, on va être plutôt pro. Je sais pas. Plutôt pro. Ça se trouve, tu penses pas du tout au boulot en te réveillant le matin. Hein. Si. En fait, moi, j'ai ma petite routine où en fait, je suis dans mon lit. Je check un petit peu tout ce qui s'est passé pendant la nuit parce qu'on a une grosse partie de nos clients qui sont aux US et un peu partout dans le monde. Donc, en vrai, il s'est toujours passé des choses la nuit. Donc, tu vois si tu vas passer une sale journée dès le matin ou pas. Non, en général, c'est plutôt positif. Donc, c'est assez cool. Je regarde un petit peu s'il y a des choses urgentes dans mon lit, tranquille. Après, première chose que je fais, c'est je fais mon lit. J'aime bien qu'il soit genre bien fait, tu vois, parce que c'est au carré. Voilà, le premier truc que tu fais, tu vois, faut que ça soit bien fait. Et après, je fais mon sport, genre je fais 5 minutes de sport. Donc je fais en gros sans pompe, sans abdos, douche froide. Et après, je suis prêt pour attaquer la journée. Incroyable, petit café quand même. Je bois pas de café. Pas de café, pas de café, pas de thé. Un verre d'eau. Moi, j'avoue, je suis full eau. Ouais, c'est un peu chiant comme mec. Non, mais c'est ok. Comment tu fais tes choix en fonction de quels critères? C'est quoi? Enfin, ça rejoint peut-être aussi la question suivante. Qu'est-ce qui te motive dans la vie en fait? Qu'est-ce qui oriente tes choix? Mes choix, ils sont toujours orientés par le kiff. Donc, si c'est un truc que je kiffe pas, je le fais pas. Maintenant, c'est vraiment, j'ai plus de. Avant, tu vois, je me disais, ok, comment est-ce que tu peux faire pour arranger un maximum de personnes, etc. Je savais pas dire non non plus. Tu savais pas dire non, ouais. Ok. Et maintenant, c'est totalement l'opposé. Tu ne fais que dire non. Je fais que dire non. Ouais. Non, mais en vrai, je suis focus. focus. La chance alors pour l'interview. Non, mais en vrai, je suis focus sur le kiff, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, je sais que si je kiffe pas quelque chose, je vais pas être excellent dedans. T'as pas envie de te forcer. Et j'ai pas envie de me forcer, en fait. Donc, oui, il y a des fois, c'est bien, tu vois, de faire des choses, de se pousser un petit peu, tu vois. Mais en vrai, il faut que ça soit lié au kiff. D'accord. Et au-delà des drivers dans la vie, alors le kiff, donc des choses qui te rendent heureux, c'est pas forcément du coup l'argent en priorité, c'est pas forcément. C'est les autres aussi, tu vois. Rendre les autres heureux, c'est kiffant. Voir les autres grandir, c'est ultra kiffant. Tu me disais que vous étiez 35 à peu près dans la boîte à l'heure actuelle. Ça doit être sympa de se dire, ok, les 35 personnes chez nous. Ah ben c'est cool, ouais. Développe, c'est trop cool, surtout qu'on a recruté, tu vois, des gens qui étaient un peu comme moi, c'est-à-dire qui avaient aucune expérience en SaaS, donc que j'ai dû former sur le tas et tout, et puis tu vois, après quelques années, ça fait des diamants, quoi. Ok, ça marche. C'est quoi ton aversion au risque? Je pense honnêtement que j'ai pas la même vision du risque que les gens de façon générale. C'est-à-dire que tu vois, il y a plein de gens qui te disent quand t'entreprends, tu prends un gros risque, etc. Je trouve qu'en France, tu prends zéro risque si tu entreprends. C'est-à-dire que si tu as un taf et que les gens se disent
ouais, mais j'ai une situation avec mon taf. J'ai envie de dire, mec, t'as le chômage, Ouais. t'as aucun. Ou au Enfin, pire, tu peux te lancer en parallèle bah ouais, toi-même. soit tu te lances en parallèle, soit t'as ton chômage. Ouais. Moi, je me suis lancé, tu vois, ma meuf de l'époque payait le loyer et j'avais le RSA. Ouais. Donc oui, je mangeais des pâtes, mais comme je suis italien, je kiffe les pâtes et c'est pas très grave. Et donc Ok. en vrai, tu vois, je trouve que ton risque, il est quand même très très limité en France. Oui, T'es quand même t'adaptes un peu, protégé. t'es ultra protégé. Ouais. Et donc se lancer, c'est pas ce qui. Les gens en fait ont plus de, je dirais, de croyances limitantes où en fait ils se disent que ouais, pour être entrepreneur, faut avoir des caractéristiques spéciales, etc. Non, en fait, faut juste aimer apprendre, aimer faire des choses différentes tous les jours. Mhm. Et après, ne pas avoir peur en fait de casser toutes ces croyances limitantes. D'accord. Pour moi, un des trucs que tu disais, c'était assez marrant quand tu dis se lancer en parallèle de ce que tu fais. Mais c'est génial parce qu'en fait, aujourd'hui, je conseille vraiment à tout le monde, si un jour vous avez envie de vous lancer ou si vous avez des idées, mettez-vous par exemple sur une plateforme comme Malte, mettez-vous en tant que freelance, je sais pas moi, Facebook Ads, acquisition ou peu importe, vendez un service sur lequel vous êtes nul, que vous ne savez pas faire. Une fois que vous avez signé votre premier client, ben, commencez à apprendre et utiliser l'argent pour vous former et vous allez voir que en fait, vous savez apprendre, on peut tout apprendre en fait. Notre cerveau, il est plastique, il se modifie en fonction des Mhm. choses qu'on C'est apprend. comme ça que toi, tu t'es développé Bah ouais, aussi, moi c'est ouais. comme ça que j'ai fait. Et en fait, Ok. au début j'avais peur, j'avais quelqu'un qui était avec moi qui a pu me pousser pour faire ça. Donc c'est grâce à lui, tu vois, que j'ai cassé ces croyances limitantes. Mhm. Mais en vrai, une fois que j'ai eu ça, je me suis dit putain, mais c'est fou. Parce qu'à partir du moment où tu sais que tu peux faire de l'argent tout seul, c'est là où tu sais que tu peux être entrepreneur en Ouais, fait. t'as eu le déclic Tu as eu finalement. le déclic, Ok. exactement. Ok, ok. Est-ce que toi-même, t'es investisseur ou pas? Bah, aujourd'hui, on a reçu pas mal d'argent, donc en vrai, j'ai aussi, je dois réinvestir pas mal. Mhm. Après, j'ai des projets en perso, donc tu vois, il y a des choses plus Qui sont personnelles, encore, ok, ça marche. mais dans des boîtes, pas trop. Très bien, très bien, très bien. Alors, tu donnais un petit peu à la volée des tips justement aux entrepreneurs. Ce serait quoi les 3 tips principaux que tu pourrais donner aux personnes qui nous regardent, qui ont envie de lancer une boîte? Peut-être le premier à la limite, c'est lancez-vous, n'ayez pas peur, on est protégé. Je suis désolé, Non, mais t'inquiète, je suis en train de m'étouffer. c'est simplement de l'eau, Ouais, on t'a c'est pas ça. mis de Ils produits m'ont mis un peu de bizarres. rhum. Ça attaque sur le On est le canapé. matin, faut se réveiller. Euh, ouais, les tips que je pourrais donner à des entrepreneurs pour se lancer, moi, c'est vraiment déjà le premier tip, c'est essayer de faire de l'argent le plus rapidement possible. En Ouais. fait, l'argent, c'est ce qui drive un business. On peut ne pas être motivé. Enfin, tu vois, typiquement, moi, l'argent, c'est pas ce qui me motive. Je préfère 100 fois plus avoir quelqu'un qui me dit, bah, j'ai écouté tes conseils, j'ai réussi à faire ci, ça a changé ma vie, Mhm. que me dire, bah, mec, je te donne 10 000 euros, c'est génial, tu vois. Genre vraiment, tu vois. Mais par contre, l'argent, c'est la clé d'un business parce que l'argent, c'est ce qui traduit si tu arrives ou non à apporter de la valeur aux gens, tu vois. Et pour ça, faut pas avoir peur. Donc, il faut essayer de faire de l'argent le plus rapidement possible, ne pas avoir peur de se lancer et surtout ne pas avoir peur d'être nul. En fait, je te donne un exemple tout simple. Les gens ont peur de se lancer et de faire un post LinkedIn, par exemple. Ouais. T'as Je vais... l'impression d'être jugé. C'est ça. La vérité, c'est que si ton post est nul et que tu fais 0 like, en fait, personne l'aura vu, tu vois. C'est tout. Tu vois, donc tu vas pas, on va pas te juger. Tu t'es fait algorithmer, quoi. Ouais, c'est ça, tu t'es fait algorithmer, personne te voit. D'accord. Tu auras de la visibilité que si ton post est bien, tu vois. Donc en vrai, tu n'as rien à perdre techniquement, tu vois. Ok. Donc sur les réseaux, c'est la même chose, tu vois. Peu importe le réseau social. Et il y avait des stats, je crois, qui sont sortis. Il y a enfin, 1%, 2% de gens qui postent Ah bah sur ouais, LinkedIn, mais quoi, ouais, par c'est. rapport à la masse du réseau. Ah ouais, il y a que des lurkers, tu sais, c'est des gens qui regardent. Des qui... lurkers? Ouais, lurkers, Ouais. C'est quand t'es un peu. C'est les chouettes? Ouais, c'est les gens qui stalkent un peu, genre qui regardent tout ce que tu Qui sont fais, les premiers à mais. critiquer. Ouais, c'est ça. Je suis pas d'accord. Ou t'as des gens pareils, tu vois, genre moi ça m'a fait rire, on a eu des clients comme ça, en fait, qui m'ont dit genre ouais, bah, je suis tes posts LinkedIn depuis genre 1 an et je regarde, le mec n'a jamais liké un de mes posts ou commenté quoi. Mais il les a suit, vus. Il les a il vus. les regarde, il les lit attentivement, tu vois. Le Ça c'est, 27 novembre, tu as dit. ouais, je te jure, ça fait rire. Ok. Est-ce que tu as d'autres tips à partager? Un autre tip c'est enfin si tu es en association, parce que c'est aussi important, enfin je pense que c'est ultra important de s'associer Ouais. parce que ça t'aide, etc. Toi, c'était ton cas. Ouais. Ouais, moi, c'était mon cas. Et surtout, enlève l'ego, en fait, de toutes tes décisions. Mais ça, c'est un tips que tu peux aussi avoir dans tes relations personnelles. L'ego, c'est vraiment l'ennemi. En vrai, il faut comprendre, enfin, tu vois, genre, de base, il n'y a pas de vérité. On voit tous les choses selon notre propre prisme. Ouais. Et je pense que quand tu enlèves l'ego et que tu arrives à comprendre ce que les gens peuvent ressentir par rapport à des choses que tu as dit, que tu as fait, etc., bah, en fait, tu es beaucoup plus empathique
Et dans tes relations, ça t'aide, que ce soit au niveau perso ou pro, mais de façon Ok. exponentielle, quoi. Est-ce que justement, alors au-delà de l'ego, effectivement, mais je te rejoins 1000 fois, est-ce que c'est important de s'associer avec des personnes qui ont des skills un peu complémentaires aux siens? Toi, tu me disais, tu avais cette casquette business. Ouais. Tu t'es associé peut-être avec des profils plus techniques, je sais pas. Bah en fait, ouais, techniquement, on est. Moi, ils sont très complémentaires avec mes skills, mais eux deux, c'est deux frères qui Ouais. sont dev tous les deux et Ouais. c'est les mêmes, quoi. Enfin, tu vois, D'accord. donc en vrai, avoir deux profils identiques, c'est pas non plus. C'est pas problématique. C'est pas non plus, problématique, ouais. tu vois. Sachant que tu disais tout s'apprend. Et Ouais, après, c'est ça, c'est exactement ça. Si tu Ok. veux développer un logiciel, c'est important d'avoir un profil tech et un profil Ouais. business, tu vois. Je pense que c'est. Mais après, voilà, tu vois, C'est pas rédhibitoire. c'est quoi. pas rédhibitoire. Ok, Non, ça c'est marche. clair. Hyper intéressant. On va maintenant passer aux questions. Quelle est la personne qui t'inspire le plus? Vivante ou morte? Peu importe. Franchement, allez, si Ne on- dis pas Elon Musk, s'il te plaît. Non, non, non. Bah, Elon Musk, ouais, tout le monde va le citer, tu vois. Ouais, tout le monde le cite. Mais après, il y a plein de gens, tu vois, que tu pourrais citer. Un mec que j'admire, pas parce que c'était quelqu'un forcément de bien, parce que j'ai lu que c'était un peu un connard, mais c'est Steve Jobs, tu vois. Ce Mhm. qu'il a fait en termes de branding et surtout, en fait, comment il a créé, tu vois, une marque ultra forte et en même temps, toute son histoire, tu vois, parce qu'il a été viré, il est revenu. Enfin, tu vois, c'est un gars qui, genre, sa force mentale, elle est juste dingue, en fait. Ok, tu Donc, admires pas sa force mentale pour le Ouais, lui, et après, si on prend quelqu'un de vivant, LeBron James, tu vois. Typiquement, Ok, ouais. c'est un sportif, on pense que les sportifs, c'est tous des tocards, etc. Le mec, en fait, c'est un businessman, il fait 10 fois plus de thunes en business qu'avec avec ce qu'il gagne en NBA. Donc, Ouais. et donc, tu vois, c'est des gens comme ça qui ont vraiment bien compris, qui ont compris que le pouvoir de leur communauté était ultra forte, et c'est inspirant, ouais. Ok, ça marche. Ton appli favorite? Oula, appli téléphone ou app de App. façon générale? Ouais, peut-être appli téléphone. En perso? Ouais, En perso, c'est Spotify. Ouais, Spotify. ouais, j'adore écouter de la musique tout le temps. ça roule. Ton plus grand rêve? Waouh, c'est une bonne. Question piège. Putain, ah ouais, plus grand rêve, je sais pas. Ah ouais. J'ai réalisé beaucoup de mes rêves en fait ces derniers Ouais. temps. Du coup, Bah ouais, ça ouais. devient de plus en plus difficile. Ok. Mais je dirais, ça doit être Sur ta bucket list. aller dans l'espace, ouais. Je pense que. Aller dans l'espace. Ouais, même si ça pollue et tout, je pense que ça doit juste être unique, tu vois. Donc, Ok. mais ouais, faut faire attention à la planète, c'est sûr. Donc, tu vois, je suis un peu tiraillé. T'es un peu tiraillé. J'aimerais bien le faire, mais en pouvant m'élever et sans Ouais. polluer, tu vois. Ouais, Voilà. ça marche. Est-ce que la tech te fait peur? Ouais, on est en train de développer d'ailleurs un truc sur une intelligence artificielle et ça fait assez flipper. Donc là, on a eu accès Alors que vous développez vous-même un truc sur l'IA Ouais, pour ouais. le coup, ouais. Bah, en fait, on a accès à l'IA de Google sur lequel on construit nos propres modèles Mhm. et ça fait vraiment peur. C'est-à-dire qu'à partir on balance à notre IA un profil LinkedIn et il pourrait nous sortir typiquement, je peux te passer ton profil Ouais. et notre IA, elle va te sortir Hello Clément, félicitations pour Excellior, ça doit être super challenging de lancer sa On fera boîte. l'essai. J'ai vu les interviews canapé, tu vois, et elle te sort une phrase comme ça, quoi. Ah ouais, ok. Ouais, D'accord. et ça me fait peur. Ça marche. Ton plat préféré? T'as dit que t'étais italien. Bah ouais, c'est les lasagnes de ma mère, c'est Les sûr. lasagnes de ta mère, Ah ok. ouais. Ça, bolognaise? Elle fait des végétarienne, lasagnes aux légumes aussi qui Lasagne sont aux vraiment légumes, violentes, mais ok. bolo, parce que ouais. On a terminé, le mot de la fin? Le mot de la fin, faites des choses que vous ne devriez pas faire, c'est le plus important. Ok, hyper inspirant. Merci beaucoup Guillaume en tout cas pour ton Merci temps, à toi pour tes l'invite. précieux conseils, c'était passionnant. Je pense qu'on a explosé Désolé. tout le temps, mais c'est pas grave, voilà, c'était volontaire. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu. On vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode, un nouvel invité. Et en parallèle, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Salut Guillaume, à très bientôt. Ciao Clément. Ciao. Salut.